Bonjour à tous, ce que vous allez voir ici, c'est le replay d'un coaching que j'ai donné à Sophie que j'accompagne depuis plusieurs mois maintenant sur le développement de ses compétences en marketing. Et l'idée ici, c'était de parler de Reels, comment est-ce qu'on peut faire des Reels, des Shorts, des TikTok qui vont faire des vues. Et donc, ce que vous allez voir, c'est comment est-ce qu'on trouve des idées, même sur un sujet qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, ça peut vous aider dans deux cas, soit quand vous faites de la prestation de service pour d'autres personnes et que vous allez peut-être faire ce qu'on appelle du ghostwriting, à savoir écrire pour d'autres personnes, vous avez besoin de assimiler leurs connaissances pour écrire des contenus, soit pour votre propre projet et vous dire, OK, comment est-ce qu'un marketeur y réfléchit pour faire en sorte de créer des Reels qui vont faire des vues et qui vont marcher. Moi, je fais des Reels tous les jours depuis plusieurs mois sur mes différents réseaux et ça marche vraiment très bien. Donc cette méthode, je l'ai éprouvée pendant des années. Je l'ai aussi, c'est à peu près la même chose que j'utilise pour faire des contenus YouTube scriptés. Donc allez-y, profitez-en pour apprendre un maximum de choses. Et si vous avez des questions, vous allez dans les commentaires. Et si vous êtes un entrepreneur et que ça vous intéresse de voir les étapes pour passer de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on a tout documenté dans un guide qui est offert. Vous avez le lien juste en dessous. Et dedans, en gros, c'est un podcast privé où avec Axel, on vous raconte les différentes étapes, les choses importantes à chaque palier. Et quel que soit votre niveau, tant que vous n'avez pas dépassé le million, ça peut vraiment vous aider, j'en suis sûr. Donc allez faire un tour, c'est gratuit et c'est pas de la vente. Au contraire, vous allez apprendre plein de choses, c'est du vrai contenu. Donc profitez-en. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Il faut que tu me trouves un sujet que moi, idéalement, je connais pas trop, voire pas du tout. Ah, Ça ouais. peut être une passion ou ce que tu veux. Ou... La dyslexie, par exemple. Ok, et ben nickel, on va faire ça. D'accord. Non, j'y connais pas grand-chose. Ok, donc, dyslexie, ce qui est marrant, c'est que ce mot est le plus dur à écrire. Je sais même pas si c'est écrit comme ça. Mais okay. Outre le fait qu'il soit compliqué à écrire, il est dur à dire aussi pour une personne dyslexique. C'est juste de l'entraînement. C'est vraiment pensé pour les gens qui l'ont. Ouais. Mon objectif à moi, ça va être de trouver des idées de contenu et de développer une pensée autour. Donc, déjà, la première question que je te poserais, c'est concrètement, c'est quoi la dyslexie et avec quoi il ne faut peut-être pas le confondre. Tu vois. Ouais. Pour l'exercice, là, évidemment que tu es la cliente, tu es une boîte où tu parles de dyslexie, peu importe. Enfin, tu as des produits par rapport à ça ou voilà, enfin, tu fais quelque chose là-dedans. Et moi, je vais t'apporter des idées de contenu, voire des contenus. Donc, il faut que tu répondes à mes questions. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu fais un peu au feeling. Moi, aujourd'hui, que je fais pas mal au feeling, j'ai pas vraiment de trame là-dessus. Mais disons que ça fuse assez vite sur les questions qu'il faut poser, etc. Et je pense que c'est mieux de le faire dans ce sens. La dyslexie, c'est quoi, si tu devais me l'expliquer? Et je veux ce que toi, tu me dis. Je veux pas forcément des choses, tu vois, que les choses soient vraies ou pas. C'est quelque chose qu'on vérifiera dans un deuxième temps. Ah oui, d'accord, ok. En gros, ouais, moi, je vais te vulgariser le truc, mais par contre, c'est quand même ça. Hein. En gros, la dyslexie, c'est un trouble neuronal que les personnes ont. Elles peuvent ou non avoir une déficience intellectuelle, ce qui, en général, n'est pas le cas. Et ça t'empêche, on va dire, de lire des choses avec facilité, surtout quand tu as des écritures qui vont être un petit peu avec des sérifs ou des trucs comme un peu déco, tu vois. Voilà, c'est surtout des problèmes là-dessus. Il y a aussi des problèmes de compréhension. J'ai une idée qui me vient. Écriture sérif. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Écriture sérif, c'est un peu un terme un peu design, tu vois, de typographe. Donc, typiquement, on pourrait avoir un premier contenu qui serait est-ce que vous êtes compréhensible par des personnes dyslexiques? Tu vois, et donc là tu as un contenu intéressant parce que tu peux du coup faire transmettre cette idée que l'écriture sérif, bah déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est difficile à lire, tu vois. Oui. Et du coup, quelqu'un qui voudrait se faire comprendre par des personnes dyslexiques, c'est que du coup, doit faire plus attention à ça, quoi. Si on va sur cette idée de contenu, qu'est-ce que c'est une écriture sérif, toujours par rapport à ta définition à toi, et en quoi c'est difficile à lire pour quelqu'un qui est dyslexique? En gros, l'écriture sérif, c'est là quand on va rajouter des petites décos sur les écritures pour les rendre un peu plus jolies à regarder. Mais en fait, ce sont des choses qui ne servent à rien au niveau de l'écriture en soi, de la compréhension. Et au contraire, les personnes qui ont des difficultés pour identifier les lettres, ça va leur ajouter une difficulté. Ici, pour l'illustrer, parce que ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant, c'est comment est-ce que tu illustres tes concepts. Eh ben, tu pourrais ici, au montage, par exemple, dire, bah, ça, c'est une lettre normale. Ça, c'est une lettre en sérif. Et le tips là-dessus, tu vois, un truc que tout le monde connaît, c'est bah, quand tu choisis une typo sur Word, tu as sérif, sans sérif parfois.
et ben, ça correspond à ça, tu vois. Oui, mais en gros, expliquer les choses qui font la différence en fait au niveau visuel. Ouais, en fait, tu le montres. Alors, par exemple, tu vois, si je vais là, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça, alors, les sérifs de mémoire, c'est ce qui a des empattements. Oui, en gros, les sans sérif, c'est la façon la plus simple d'écrire une lettre. Et d'autres, des petits Ça, trucs pour faire déco. ça Voilà. c'est sans sérif de mémoire, et ça, c'est avec sérif 1. Donc, tu vois, là, on a un contenu, quoi. Alors, Oui. en fonction de si tu fais une vidéo YouTube, il va falloir le faire beaucoup plus grand. Si tu fais un reel, ça suffit. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une accroche. Est-ce que tu es compréhensible par des personnes dyslexiques ou est-ce que ce que tu crées est compréhensible par des personnes dyslexiques? Le problème, quand on est dyslexique, c'est qu'on a du mal à déchiffrer l'écriture sérif. L'écriture sérif, c'est quand on rajoute des petites décos sur les écritures pour les rendre plus jolies à regarder, comme par exemple un empattement. Le souci, Oui, ça sert ouais, à peut-être soit quelque chose comme ça, soit ça, je le mettrai après. Je vais la mettre ici, tu vois. Et donc là, si j'enchaîne sur mon exemple, ça, c'est une écriture, une lettre normale, ou ça, c'est une écriture plutôt, écriture normale. Et là, c'est une écriture en sérif. Quand tu choisis une type d'ailleurs, tu l'as peut-être vu, peut-être remarqué. Quand tu choisis une police, on va mettre pour que ce soit plus vulgarisé, une police sur Word, tu as parfois sérif, sans sérif. Ça correspond à ça. Le souci, c'est que ça ne sert à rien au niveau de l'écriture en soi et que les personnes en difficulté pour identifier les lettres, ça va leur ajouter une difficulté. Donc, si tu veux être plus compréhensible par des personnes dyslexiques, utilise des typos, enfin des polices sans sérif. Et là, tu vois, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on part, on a une accroche pour est-ce que tu as envie d'être, tu vois, en partant juste d'une idée, quoi. Et tu m'as juste dit la définition de sexy. Et OK, dedans, il y a, OK, écriture sérif, c'est un peu jargon. Qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, c'est intéressant de l'expliquer. Est-ce que c'est compréhensible par les personnes dyslexiques? Le problème, c'est que, qu'est-ce que c'est écriture dyslexique? Un petit exemple que tout le monde peut avoir en tête et comprendre. Et derrière, une petite conclusion sur bah, pourquoi c'est un problème et qu'est-ce que tu dois faire si tu veux être compréhensible par des personnes dyslexiques ou être plus compréhensible par des personnes dyslexiques. Et ça, tu peux le tourner et tu vois, ça nous a pris, je sais pas, ça a dû nous prendre 10 minutes, quoi. Même pas, ça a dû nous prendre 5 minutes. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la dyslexie? La question aussi, c'est, parce que là j'ai démarré d'une trombe, mais on pourrait se poser aussi d'autres questions. Oui, bah, c'est ça que j'avais déjà fait, mais après, oui, tu peux avoir des questions du genre comment mettre en valeur un texte pour les personnes ayant des problèmes de lecture, tu vois, en général. Et les problèmes de lecture entraînent forcément un problème de compréhension. Donc, le fait de le mettre en page d'une certaine façon, de mettre, je sais pas moi, par exemple, des listes à points ou des trucs comme ça. Ça, effectivement, ça peut être intéressant. Une question que je poserais forcément au départ, c'est la cible, tu vois. Parce que en gros, parce que là, c'est un exercice fictif, mais en gros, la question, c'est bah la personne pour qui tu fais le contenu, c'est quoi son objectif derrière? Est-ce qu'elle veut devenir influenceur sur le sujet? Est-ce qu'elle s'adresse à des gens qui veulent rendre leur contenu plus accessible à des personnes dyslexiques, ou est-ce qu'elle va donner des conseils à des personnes qui sont dyslexiques pour peut-être mieux s'adapter? Je sais pas si ça, Là, à pour quel le point coup, c'est possible, tu vois, pour le coup. c'est carrément ma cible pour travailler. Parce que quand tu lis le contenu même de sites de renom, le nombre de fois où c'est pas clair, parce que ça s'arrête pas seulement au fait d'avoir une police agréable à lire ou une mise en page. Bien sûr. En fait, il y a aussi le champ lexical. Tu vas utiliser certains mots comme ce que tu m'as fait la réflexion, sérif. Pour moi, ça me paraît logique parce que j'utilise ce mot tout le temps. Mais non, ça ne l'est pas en fait. Donc il faut utiliser un terme plus simple, un type d'écriture, voilà, des choses comme ça. Et en fait, clairement, je m'adresse à ma cible qui est un potentiel client dans le futur, quoi. Ouais, mais alors du coup, cette cible-là, c'est des gens qui sont c'est des gens qui créent par exemple du contenu et qui aimeraient le rendre plus accessible ou travailler sur l'accessibilité. Ouais, T'es d'accord? en gros, c'est ça, voilà. On est dans cette catégorie-là. Ouais. Ok, et ben tu vois, là-dessus c'est assez clair. Et avec ça, tu as un positionnement qui est sympa, quoi. C'est-à-dire que rien qu'avec ça, je pense que tu peux faire des confs, des formations, des contenus à foison là-dessus, quoi. Donc du coup, on a déjà d'autres idées. Là, on pourra avoir un truc, 3 tips pour mettre en valeur des textes
pour des personnes ayant un problème de lecture. Alors, je ne sais pas si on peut Oui. trouver une autre appellation pour ça qui serait plus court. Étrangement, quand tu écris pour des personnes qui ont des problèmes de compréhension, il vaut mieux expliquer limite les choses que de mettre des mots qui ne sont pas forcément utilisés tous les jours ou un peu trop techniques. Donc, ça peut paraître bizarre, mais c'est mieux de mettre ça que des personnes ayant des troubles 10 ou des trucs comme ça. Par contre, les personnes qui sont directement touchées par les troubles 10 vont plus réagir à ça. Mais comme c'est pas eux qu'on m'adresse, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois. Alors, faudrait juste réfléchir si on a des termes ou pas, mais ce qui est important aussi, c'est toujours parce que tu peux avoir un peu une petite ambiguïté là-dessus et c'est très facile de se perdre là-dessus sur du contenu. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est en fait, t'as ta cible et t'as la cible de ta cible. Tu vois. Oui, oui. Notre cible, c'est des gens qui écrivent, qui n'ont pas forcément des troubles eux de lecture, mais qui veulent justement essayer de faire l'effort d'adapter leur travail pour des personnes qui en ont. Pour le fait d'avoir un titre un peu long, on a l'idée là-dessus, quoi. Oui, après, voilà, l'idée est là. Mais à un moment, ce que je faisais, parce que je suis d'accord avec toi sur les titres, c'est toujours ultra délicat de choisir le titre qui va fonctionner. À un moment, je publie énormément. Bon, je faisais du tarot, enfin, je fais toujours du tarot et je publie énormément sur mon Insta. Et des fois, quand je savais pas vraiment quel était le meilleur titre parce que c'était trop technique, en fait, je marquais en gros le truc technique et en dessous, je marquais en gros une sorte de sous-titre, tu vois. Comme si je répétais 2 fois le titre, mais avec des mots différents. Une idée qu'on peut faire, du coup, parce qu'on est quand même à une belle époque, c'est demander à ChatGPT. Oui. Parce que du coup, on a l'idée de base. Donc, on pourrait lui dire est-ce que tu pourrais me proposer 10 titres plus courts pour un contenu qui s'appelle tac. Et du coup, on va lui faire le travail et il va nous mettre différentes choses. Ok. Alors, le problème ici, c'est qu'on perd un peu le problème de lecture. Donc, on pourrait lui dire souci, je vais lui dire tel quel. Donc, je lui dis, et il va du coup m'en faire d'autres. 3 astuces pour des textes adaptés aux dyslexiques. Texte lisible, 3 conseils pour dyslexie. Rendre tes textes accessibles en 3 étapes. Celui-là, il est peut-être plus. Mais après, accessible, c'est tellement vaste comme terme. C'est pareil. On en revient toujours on tourne un peu en boucle. Comment simplifier tes textes pour les lecteurs dyslexiques, ça peut être intéressant, tu vois. Le principe, c'était d'enlever justement le mot. Et si tu enlèves ce mot-là pour faire un truc plus... tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est que la dyslexie. Même mes amis proches que je connais depuis plus de 15 ans, ils savaient que j'étais dyslexique sans vraiment savoir ce que c'était, tu vois. Donc, c'est sûr. Mais du coup, le contre-no du truc, c'est que ça dépend si ta cible, ça dépend à quel point tu prends ta cible. Si ta cible, elle a besoin d'être éduquée sur ce que c'est, du coup, le risque qui est là, c'est plus pour une cible qui, elle sait à moitié, tu vois. Elle sait à moitié ce que c'est, on en a déjà parlé. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu vas l'accrocher un peu par la curiosité. Ah tiens, est-ce que mes textes, ce que j'écris, est-ce que ce que j'écris, est accessible aux dyslexiques ou non? Voilà, tu regardes le Reels et du coup, ça t'éduque un petit peu sur le sujet. Dans le cadre où tu vas faire quelque chose qui va être comment mettre en valeur un texte pour des personnes qui ont des problèmes de lecture, là, tu peux toucher qui écrivent déjà, qui ont cette sensibilité un peu là-dessus, qui ont ce désir d'être plus compris, mais tu peux aussi directement l'orienter pour des gens qui cherchent des moyens d'écrire pour des gens dyslexiques. Et là, c'est quand même assez différent du coup au niveau de la cible, parce que tu vas attaquer des gens qui sont plus ciblés, donc tu en auras moins, mais par contre, tu vas leur parler directement. Ah oui, mais là, tu as entièrement raison, oui, à qui j'écris. On en est toujours là, pour qui tu écris. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les deux se valent, en fait, les deux sont possibles. Tu vois. C'est juste que c'est un positionnement qui est différent. Oui, mais c'est justement à ce moment-là, pour qui tu vas écrire? Est-ce que tu vas écrire pour des gens qui, par exemple, ont un commerce et qui se sont vaguement posé la question, mais sans plus, et qui vont tomber peut-être sur ton post? Ou est-ce que tu écris directement pour des personnes qui savent que toi, tu vas publier ce genre de contenu, quoi? Et puis, de toute façon, il faut le faire pour les deux dans une stratégie de contenu. Tu dois écrire pour des gens qui vont te découvrir. C'est ça qui va faire les gros chiffres, entre guillemets, de ton audience. Mais si tu veux, après, générer des opportunités ou autres, il faut que tu puisses être capable de faire de parler directement aux gens qui sont les plus intéressés par ça. Et ce type de contenu, tu peux le faire aussi. Oui. D'ailleurs, je pense même que avec les mêmes idées, tu peux faire 2 contenus différents. Un qui est peut-être un peu plus technique, l'autre qui est plus vulgarisé, tu vois. Ah, mais complètement. Oui, du coup, en fait, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis, de faire des thèmes et de faire un thème pour les noobs toto, ouais, justement, ou carrément pour faire quelque chose pour ceux qui sont déjà renseignés sur le sujet, mais aller un peu plus loin dans les explications. Ouais, exactement. Donc voilà, et derrière, tu vas pouvoir
là, ce que je ferais dans un premier temps, avant d'écrire, c'est de dire, OK, c'est quoi les 3 tips? Ça serait quoi les 3 tips qu'on partage ici? Ça serait police d'écriture, lisibilité, donc contraste des couleurs, avec d'autres détails, mais principalement c'est les contrastes de couleurs que je mettrai tout en avant. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme tips ultra important? Ouais, le champ lexical, franchement, j'ai vraiment envie de te dire que ça, c'est assez prioritaire, malheureusement. Bah, tu vois, moi, ce que je fais souvent quand je crée un contenu, là où j'ai besoin d'avoir beaucoup d'idées, de structurer un petit peu ça, et ben, à chaque fois, je vais faire comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, avant d'écrire, je vais me dire, OK, c'est quoi les 3 tips que je partage? Et ensuite, j'écris. C'est assez rare que je commence directement à écrire sans avoir la structure et les idées. Oui. Même d'ailleurs, tu peux rentrer un peu dedans, tu vois, sérif, sans sérif, contraste des couleurs, bah, qu'est-ce que, tu vois, là, ici, il faudra peut-être mettre des exemples. Donc, il va falloir que je cherche des exemples avant de les faire. Champ lexical, bah, là, c'est rentrer dans des mots simples, en gros. Et donc là, ça veut dire que peut-être un exemple, c'est une phrase compliquée versus une phrase qui a le même sens, mais qui est clair. Mais simplifiée. Et voilà, et après, du coup, tu vas pouvoir rentrer dans l'écriture un peu des différents éléments derrière, quoi. D'ailleurs, tu vois, un truc qui est intéressant, c'est que, et ça c'est cool, parce que t'as pas eu cette objection là-dessus, mais je sais que pas mal de gens peuvent l'avoir, c'est de dire, bah, en fait, police d'écriture, on en a déjà parlé là, tu vois. T'as des gens, ils se diraient ça, ils se disent, ouais, mais pourquoi je vais en reparler alors que j'en ai parlé avant? En fait, la répétition, c'est hyper important, et du coup, dans tes contenus, tu vas balancer ces différentes idées, et de manière répétée, mais sous différentes formes, et tu vas les emballer à chaque fois un peu différemment, quoi. C'est ce qui fait que ça va rentrer. C'est ça. Et dans le contenu, on peut avoir fois cette chose de l'oublier, de se dire, ah ouais, mais j'en ai déjà parlé. Ah ouais, mais en fait, mais t'as tellement raison. Répéter, quoi. Là, quand je suis sur un webinaire sur le site là, où je prends quelques cours, en vrai, tu as tellement de personnes qui sortent exactement ce que tu as dit. Oui, mais j'en ai déjà parlé avant. Alors tu as toujours la réponse de recycler votre contenu, parce que des fois, vous n'allez pas avoir des idées. N'hésitez pas à reprendre un contenu que vous avez fait il y a 3-4 mois et presque à le ressortir tel quel. Bon, moi, je suis pas fan qu'ils disent vous reprenez la même vidéo et vous la repostez, mais voilà. Non, ça marche pas. Tu peux les modifier. Par exemple, tu peux avoir une vidéo comment écrire pour les dyslexiques et la même vidéo qui fait 9 tips pour écrire pour des dyslexiques. Et en final, dedans, tu peux avoir peut-être 4 tips, c'est les mêmes qu'il y a ici, quoi. Mais par contre, tu as 2 angles, 2 accroches différentes à chaque fois pour ton contenu, quoi. Oui, comme tu dis aussi, la forme, la présentation des choses. Des fois, je sais pas si ça te fait, mais moi, des fois, quand je lis certains livres en marketing, je vais en lire d'autres qui présentent le même truc. Je vais comprendre sur la deuxième version, alors que la première était extrêmement bien expliquée, sauf que à ce moment-là, c'était pas la bonne forme qu'il fallait, quoi. C'est vrai que la forme de présentation, des fois, ça fait vraiment la différence, alors qu'il n'y a rien de plus, quoi. Mais, la forme, les exemples, toutes ces choses-là, c'est important. C'est vrai que moi, j'ai souvent eu ce truc aussi où je regarde souvent les mêmes formations et je relis souvent les mêmes bouquins. C'est très bizarre, mais ça permet vraiment d'extraire le maximum en fait d'un très bon contenu. Mais en gros, il faudrait écouter une première fois pour avoir la globalité en fait du sujet de ce qu'on veut te dire. Et la deuxième fois, effectivement, tu prends des notes. Et après, alors ça, c'est vraiment la technique ultime pour apprendre ses cours. Quand tu as fini à la fin de la journée, tu essayes juste de te remémorer tout ce que tu as eu dans ton cours en essayant de faire le sommaire. C'est pas mal, effectivement. Donc, ok, on a déjà pas mal d'éléments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'il y a des grandes figures connues? Alors, dyslexiques, évidemment que oui. Ouais, c'est un petit peu compliqué de dire oui parce qu'on va te dire Einstein ou d'autres personnes. Mais le problème, c'est que la dyslexie en tant que telle, en France par exemple, ça n'a été officiellement reconnu comme un handicap que depuis 1993, si je ne me trompe pas. Et l'OMS, années 80 peut-être. Donc, ce sont des suppositions qui sont faites dans l'histoire actuelle. Oui, je connais quelques personnes, mais elles ne sont pas forcément connues du grand public. Ça va être des politiciens d'autres pays. Voilà, ça va pas forcément parler en fait aux personnes qui sont en France. Donc ça va être un poil compliqué. Mais la partie historique justement de la mise en valeur, justement des personnes qui ont des problèmes de dyslexie, c'est pas leur faute, est très intéressante pour faire des posts par contre. Ouais. Tout à fait. Et là c'est génial parce que rien que ça, tu peux faire 5-6 contenus dessus. C'est quoi l'historique? Comment ça a été reconnu? Pourquoi? Qui a bossé dessus?
qui est-ce qu'on soupçonne, entre guillemets, soupçon, bien sûr, mais qui est-ce qu'on pense qu'ils l'ont été et pourquoi, qu'est-ce qui nous indiquerait ça, tu vois. Un peu mener l'enquête aussi, tu vois. Ouais. Il faut avoir ce côté où je mène un peu l'enquête là-dessus. Comme tu dis, là, c'est vraiment des suppositions qu'il faut faire parce que même aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'aller sur ce sujet-là parce que les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains vont te dire que, par exemple, la dyslexie, ça va être lié à des problèmes de l'attention et que ça va être des personnes qui vont être extrêmement créatives, extrêmement impulsives. Léonard de Vinci, par exemple, il y a une supposition sur lui, tu vois. Mais il y en a d'autres qui vont te dire que c'est aussi lié à, je sais pas, un TDAH, des troubles de l'attention et que ça peut créer... Donc, voilà. C'est vraiment un terrain glissant si tu te mets là-dessus, donc il faut vraiment bien spécifier. Parce que c'est glissant dans... Alors moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au contraire, il faut y aller. Tu vois. En général, quand tu as peur de faire un contenu, c'est qu'il y a un truc qui est intéressant et c'est là où tu touches du doigt, là où beaucoup de gens n'osent pas aller et justement là où tu vas apporter beaucoup de valeur à la thématique et aux gens qui s'intéressent au sujet. Tu vois. Pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que vraiment sur la sphère scientifique, ils en débattent, mais ils sont pas d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant dans le sens où tu vas pas forcément, enfin, tu n'apportes pas une information qui est vraie parce qu'on ne sait pas. Voilà. Mais c'est pas grave. Le problème n'est pas forcément, tu n'as pas besoin d'amener toujours les informations vraies. Preuve en est, regarde les journalistes, le nombre de conneries qui sont sorties sur les plateaux télé. Je veux dire, c'est pas de faire du journalisme et de déblatérer les choses, mais si tu prends le contenu de manière humble et dire, bah voilà, par exemple, la dyslexie, le problème c'est que les scientifiques sont pas d'accord. Tel pense ça, voici des arguments à droite, voici des arguments à gauche, etc. etc. Mais tu vois l'idée, justement, et le fait de prendre dans cet angle-là, ça te permet justement de commenter un peu le débat sans toi y rentrer dedans parce que bah, tu n'es pas scientifique et tu peux même l'annoncer, tu vois, là-dessus. Et ça crée aussi une sympathie de montrer, bah, voilà, on prend un peu du recul et c'est vrai que même... tu vois, si c'était moi qui faisais les contenus, bah, tu peux dire, bah, même moi, je m'appuie sur des choses qui peut-être vont changer bientôt. Mais justement, le but, c'est qu'on... Et là, tu peux faire passer un grand message. Ça, c'est très important, les grands messages de ta thématique. Il faut vraiment les réfléchir avant. Et un des grands messages, peut-être que c'est... Bah, le but, c'est pas d'avoir la vérité absolue parce qu'elle est difficile à trouver et les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord dessus. Mais le but, c'est d'essayer de rendre les choses plus simples et plus accessibles pour les gens qui ont cette difficulté-là. Ah, mais c'est vrai, en plus, tu as complètement raison, parce que moi, j'aime bien regarder des vidéos sur les civilisations, les différentes cultures, les trucs comme ça. Mais oui, comme tu dis, ils font des suppositions, ils y vont avec des gants, enfin, du moins, ceux qui sont de bons journalistes. Mais ouais, après, oui, c'est toujours intéressant d'avoir des hypothèses et de se faire soi-même sa propre opinion. Ouais, et surtout, c'est de cette manière où tu vas vraiment faire la différence entre des gens qui vont juste faire de l'information. Bah, typiquement, le monde journalistique est beaucoup comme ça. Ils essaient de pas prendre parti sur des choses plus ou moins. Alors, ils essayent. Après, tu as les éditorialistes, etc. Voilà. Et toi, du coup, en tant que créateur de contenu, justement, si tu as des grands messages à distiller, bah, tu peux le faire ici. Tu peux dire, bah voilà, mon grand message ici, c'est le but, c'est pas de faire quelque chose de manière absolutiste et de se dire, bah, il faut absolument que tout soit validé de manière scientifique. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas, mais peut-être qu'il faut juste essayer de faire des pas dans le sens de. Et ça, c'est un beau message, c'est inspirant. Ça peut donner envie aux gens de s'y intéresser plus, de faire des efforts, etc. Parce que c'est ça que tu veux faire aussi. C'est aussi mobiliser des gens qui ne feraient pas d'efforts de base et les faire changer, les faire avancer dans cette direction. Quoi. Il faut que pour faire avancer les choses. Ouais, j'avoue que c'est une bonne idée. Ouais. Et ça, c'est un point qui souvent négligé dans la création de contenu, c'est que les gens vont se concentrer sur comment je crée les contenus, donc vas-y, j'écris mes reels et compagnie, mais derrière, ils n'ont pas encore développé trop leur socle idéologique, ou en tout cas, ils l'ont pas formalisé. Et donc, si tu le formalises sur les grands messages que tu as envie de faire passer, ça change tout, parce qu'en fait, tu peux distiller cette idéologie dans tes contenus. Et c'est ça qui fait que tu deviens singulier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, en gros, il faut s'engager. Et accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ah oui, mais ça c'est bon, ça j'ai compris. Pas de souci. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Et les commentaires là-dessus, il faut toujours s'en méfier. Ce qui est important, c'est que, OK, quand tu as un commentaire, déjà, tu vas forcément retenir que les négatifs. Il ne faut surtout pas prendre de décision de manière hâtive sur un commentaire négatif. Il faut regarder les stats. Est-ce que ta vidéo, par exemple, quand je publie une vidéo que j'ai des commentaires négatifs dessus, mon réflexe, c'est d'aller voir mon ratio sur YouTube, par exemple, de pouces positifs versus des pouces négatifs. Quoi.
Et si je vois que il est à 95% pour des pouces positifs et que j'ai un commentaire négatif, je m'en fous un peu, quoi. Ouais. Par contre, si je vois qu'on tend à 50-50 ou 70, Oui, tu te remets en question là. tu peux te remettre en question, mais tu peux aussi te dire, ok, j'ai été clivant et peut-être que ça peut quand même me servir finalement. Il faut être prêt à prendre ce risque ou non. Certaines boîtes ne veulent pas le prendre ou autre, mais ça peut aussi avoir un impact. Alors, tu peux toujours avoir un retour de flamme là-dessus. Évidemment, c'est quelque chose à bien définir. Mais dans tous les cas, c'est quand même un bon indicateur, quoi. Tant que tu n'as pas une vague de pouces négatifs géante là-dessus, ça peut aller, mais voilà, quoi. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, bravo à vous parce que ça veut dire que vous prenez au sérieux votre apprentissage et le développement de vos compétences. Je pense que apprendre par mimétisme, c'est un des trucs les plus sous-cotés dont personne ne parle, mais ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça en observant d'autres personnes ayant plus de compétences que moi, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui régulièrement, et ça marche trop bien. Donc vous avez vu comment trouver des idées, vous avez vu qu'un point très important, c'est justement de comprendre et développer l'idéologie autour de votre métier ou de ce que vous faites. C'est ça qui va vous permettre dans chaque contenu de glisser des grands messages, les choses importantes de votre thématique. Et puis il faut bien avoir en tête l'utilité de chaque contenu. Certains contenus sont là pour faire des vues, d'autres sont là pour amener plus de clients ou de prospects à vous rejoindre et à vous suivre. Si ça vous a plu et que vous avez envie que je vous forme à votre tour sur votre stratégie de contenu, soit vous, soit des membres de votre équipe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Axel, mon associé, et il sera ravi d'échanger avec vous et puis de voir un peu ce qu'on peut faire. Je fais pas de formation en ligne, c'est tout du personnalisé. Et si vous êtes entrepreneur, vraiment, allez voir notre guide pour passer de 0 à 100 000 euros par mois. Ça va vraiment vous intéresser pour comprendre les différentes étapes par lesquelles passer. C'est pas de la vente, c'est du pur contenu, c'est du pur retour d'expérience. On a tout documenté. Donc profitez-en, ce genre de contenu, il est assez rare et moi j'aurais aimé l'avoir par le passé. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et puis je vous souhaite une excellente journée et plein de réussite pour vos Reels.